Le roi Charles a officiellement transféré le titre historique de duc de Rossi à la princesse Catherine. Cette annonce surprenante a été faite à Buckingham Palace, à l'abri des regards indiscrets, sans aucun avertissement préalable. Le décret signé lui confère également plusieurs autres titres écossais prestigieux et traditionnels. Cette simple phrase a bouleversé l'équilibre des pouvoirs au sein de l'ancienne monarchie britannique. Elle a placé l'avenir de la couronne entre ses mains avant même que le public ne s'en rende compte. Catherine tenait le document de nomination scellé et lut attentivement le dernier paragraphe dans son bureau. Ses doigts se crispèrent sur le parchemin épais avant qu'elle ne le pose doucement sur ses genoux. Elle regarda le prince William, consciente de l'immense importance constitutionnelle de sa nouvelle fonction. Elle était désormais officiellement nommée régente royale et gardienne de la couronne de Grande-Bretagne. Cette autorité formelle lui permettait d'agir au nom du roi lors de toute crise future. Cela la plaçait bien au-delà de simples fonctions protocolaires et la rendait responsable de la stabilité institutionnelle. William la regarda lire le document, son incrédulité se mouant peu à peu en une résolution calme et protectrice. Un profond sentiment de fierté l'envahit mêlé à une crainte maternelle naturelle. Il lui dit que des millions de personnes verraient dans cette nomination la preuve d'une confiance publique absolue. Pourtant, il savait que plusieurs personnes au sein du palais percevraient son ascension comme une menace. Le prince de Galles comprenait que son épouse se dressait entre l'avenir et ceux qui le menaçaient. Le roi Charles avait déjà payé un lourd tribut personnel pour ce choix décisif. Selon un document confidentiel du palais, la main du roi tremblait visiblement lorsqu'il signa le contrat. Il hésita un instant avant de reposer sa plume, conscient que cette nomination ne pourrait être facilement annulée. Un tel revirement déclencherait une crise constitutionnelle majeure, susceptible d'ébranler durablement la monarchie. Le souverain né se contentait pas de conférer temporairement à Catherine une influence au sein de la cour royale. Il transférait définitivement la confiance et l'autorité exécutive directement à la génération suivante. Catherine remarqua alors une phrase très significative inscrite vers le bas du document. Ces nouveaux pouvoirs de régence entreraient en vigueur immédiatement, sans attendre l'accession au trône de Guillaume. Cet ordre écrit et contraignant visait précisément à contrer une menace grandissante au sein du palais. Une seconde page scellée dans le dossier accentua la stupéfaction des hauts courtisans. Elle lui conférait le droit d'examiner les nominations importantes et d'intervenir lorsque des décisions menaçaient la continuité. Un courtisan attendait patiemment devant sa porte, tandis qu'elle sortait emportant les documents confidentiels. Avant même que la porte ne se referme, il reçut l'ordre de convoquer Camilla seule dans son bureau. La reine consort ignorait tout de la présence de cette page cachée dans le dossier des nominations. Si le public voyait cette promotion comme un honneur, les initiés connaissaient de la vérité. Son ascension fulgurante a engendré des gagnants incontestables, des victimes silencieuses et une figure du palais profondément blessée. Camilla ne s'attendait pas à être si rapidement écartée de son influence. Au sein de la famille royale, le véritable pouvoir ne se mesure jamais uniquement au titre officiel. Il réside dans les loyautés secrètes, les ressentiments latents et le silence complice de ceux qui en savent trop. La nomination de Catherine a contraint la famille royale à affronter ses plus grandes craintes en privé. Elle a dû faire face à la faiblesse, à une possible trahison, à la perte d'influence et à la réalité d'une institution en pleine mutation. Catherine a ressenti cette pression intense avant même que le public n'ait pleinement assimilé la nouvelle du matin. Des années d'apparition publique rigoureusement disciplinées et de stabilité familiale avaient fait d'elle un symbole de confiance. Cette confiance du public était d'une importance capitale en cette période d'incertitude nationale et royale, mais son nouveau pouvoir signifiait qu'elle n'était plus seulement aux côtés du futur roi. Elle détenait désormais des responsabilités exécutives à part entière, conformément à la nouvelle structure du palais. William remarqua immédiatement le changement d'attitude de son personnage lors de leur conversation familiale privée. Elle admit que le fait d'avoir été choisie, alors que Charles régnait encore, la plongeait dans un profond malaise. Elle craignait que le public n'interprète cette nomination comme une preuve de la faiblesse du roi. Le prince lui répondit avec prudence, affirmant que la confiance ne saurait remplacer un souverain.
il laissa entendre que sa nouvelle autorité protégerait le roi de ses proches. La reine Camilla, quant à elle, ne ressentit aucune assurance lorsque la nouvelle parvint à ses appartements privés. Elle congédia son aide, ferma la porte du bureau et s'assit près de sa tasse de thé froid. Elle comprit que l'ascension de Catherine n'était pas un simple projet d'avenir. Il s'agissait d'un transfert d'autorité effectif opéré au sein même du présent restreignant la sienne. Charles ressentit cette même crainte lors d'une entrevue privée avec son fils aîné. Le roi arpentait son bureau, s'arrêta près de la fenêtre et évita le regard de William. Protéger la couronne, dit-il, exigeait de faire confiance à des personnes susceptibles d'agir contre sa maisonnée. La voix du monarque demeurait calme, mais le long silence trahissait son profond chagrin. William apprit alors que son père avait commencé à envisager la succession de Catherine il y a plusieurs mois. Le roi avait délibérément tenu son fils et son épouse à l'écart des discussions. De hauts courtisans avaient soutenu cette initiative afin de protéger la succession des ingérences internes. L'ordre de succession officiel détermine qui hérite du trône, ce qui rend la stabilité cruciale. Catherine retourna au décret et remarqua une inscription manuscrite en marge. 2 mots précis se démarquaient du langage juridique officiel du document. L'encre sur la page indiquait simplement « Incident de Windsor », écrit de la main de Charles. Lors de leur entretien discret, elle demanda au roi ce que ces mots signifiaient. Charles regarda la page, referma le dossier et refusa de lui répondre. Pour comprendre son silence, il faut revenir à une nuit en particulier à Windsor. Un acte de défiance privée avait transformé les inquiétudes du palais en une action exécutive irréversible et immédiate. La crise éclata lors d'une réunion privée lorsque l'avenir devint un enjeu crucial. Aucune caméra n'enregistra la dispute et aucun compte rendu officiel ne fut publié. Pourtant, une simple phrase prononcée autour d'une table cirée convainquit Charles d'un danger intérieur. 3 mois auparavant, Charles avait réuni sa famille pour discuter des mesures d'urgence. Cet arrangement visait à prévenir toute confusion constitutionnelle en cas de crise médicale future. Il confiait à Guillaume le pouvoir principal, tandis que Catherine gérait certaines affaires domestiques et publiques. Cependant, Camilla rompit le calme relatif de la réunion par une objection directe. Elle refusa que Catherine exerce une autorité indépendante de sa charge de consort. Elle fit glisser un document révisé sur la table vers les conseillers du roi. Elle insista pour que chaque instruction transite par son bureau avant de parvenir à Catherine. Le changement proposé semblait purement administratif, mais ses conséquences furent d'une brutalité inouïe. Il plaçait la future reine sous l'autorité de la reine consort en exercice. Il donnait au bureau de Camilla le pouvoir de retarder, voire de bloquer les décisions de Catherine. Catherine lut la page modifiée en silence, refusant de laisser transparaître sa colère. Ce jour-là, elle présidait la présentation d'une importante initiative du Commonwealth. Son déplacement affaiblissait l'événement et laissait entendre que la rivalité personnelle primait. Pourtant, Anne refusa de réagir publiquement ou de laisser transparaître la moindre émotion devant les invités. Elle regagna sa place et s'acquitta de toutes ses fonctions à la perfection. Elle préserva la dignité de la cérémonie tout en supportant l'humiliation avec lucidité. Charles n'apprit toute la vérité qu'après le départ du dernier invité. Un haut dignitaire de la cour plaça le plan original à côté du plan de table modifié. Il expliqua que le bureau de Camilla avait usé de l'autorité du roi sans son consentement formel. Le roi contempla les 2 documents et comprit la profonde trahison de confiance. Son nom avait été utilisé pour régler une querelle privée concernant le rang royal. Le courtisan produisit alors un courriel officiel envoyé plus tôt au bureau de Camilla. Ce courriel avertissait clairement son personnel que le placement officiel des invités ne devait pas être modifié. Elle avait reçu la consigne, compris la règle, et l'avait malgré tout ignorée. Lorsque Charles demanda plus tard à Anne pourquoi elle était restée silencieuse, elle répondit avec stoïcisme. Elle déclara qu'elle ne déshonorerait jamais la couronne en public. Elle fit toutefois clairement comprendre qu'elle ne laisserait plus cela se reproduire. Cette réponse ferme marqua Charles qui cherchait une solution. Il finit par réunir Anne et Camilla dans la même pièce pour qu'elles s'entretiennent. Aucun photographe ni secrétaire ne prenait de notes durant cette réunion tendue.
Charles entra le premier, suivi d'Anne, et Camilla arriva en dernier. Lorsque la lourde porte se referma, la discussion ne portait plus sur le choix des places. Elle se transforma en un affrontement sérieux autour de l'autorité de l'humiliation et du contrôle institutionnel. Charles avait opté pour un salon privé car la crise était d'ordre constitutionnel. Sur la table reposait le plan initial de la cérémonie et le courriel d'avertissement restait sans réponse. Camilla prit la parole la première, insistant sur le fait qu'elle avait agi pour préserver la dignité de la famille. Elle soutenait que les proches de Charles devaient se tenir au centre. Elle reprochait à Anne de prendre chaque modification, même mineure, comme une atteinte personnelle. Elle affirmait que le palais ne pouvait plus se plier aux caprices d'une seule femme. Sa voix restait calme, mais la colère intense qu'elle nourrissait était palpable. Anne lui répondit sans hausser le ton, ni laisser transparaître la moindre colère. La princesse affirma que l'insulte n'avait jamais porté sur sa position. Il s'agissait d'un abus de pouvoir, d'une usurpation de l'autorité souveraine du roi. Charles avait approuvé un arrangement précis, et pourtant un autre était imposé en son nom. Elle regarda Camilla droit dans les yeux et formula clairement l'accusation. L'insécurité personnelle primait sur le devoir public, et toutes deux le savaient. Charles posa la question que ni l'une ni l'autre ne pouvaient facilement éviter ce soir-là. Camilla savait-elle que le nouvel ordre de placement avait déjà été officiellement rejeté? Un silence pesant et gênant suivit sa question dans le salon privé. Puis elle admit avoir pris connaissance de l'avertissement des fonctionnaires du palais. Elle pensait que son mari soutiendrait sa décision, une fois la procédure terminée. Cette confession silencieuse l'avait bien plus durement touchée qu'un démenti catégorique. Elle n'avait pas mal compris les instructions. Elle avait choisi de les ignorer. Charles retira ses lunettes et les posa lentement à côté des documents sur la table. Il révéla qu'un accord de transfert d'urgence des fonctions d'État était déjà en cours de rédaction. L'expression de Camilla changea instantanément lorsqu'elle prit conscience des conséquences dramatiques. Cette réunion n'était ni un avertissement, ni une tentative de réconciliation familiale. La décision était déjà passée du stade des simples paroles à celui des documents juridiques. Camilla se leva et fit face à son mari une dernière fois. Elle dit à Charles que signer ce décret affaiblirait sa propre position. Cela révélerait qui tirait réellement les ficelles au palais. Ces dernières paroles soulevèrent une question bien plus périlleuse pour le souverain. Charles agissait-il seul ou un cercle occulte l'avait-il poussé à choisir? Anne. Le pouvoir royal s'exerce rarement par un simple décret public et fracassant. Il s'exprime à travers les agendas, le langage juridique et l'accord tacite du personnel du palais. La machinerie du transfert de responsabilité était en marche depuis plusieurs jours. Le nom d'Anne revenait sans cesse comme la seule réponse crédible. Charles écoutait tandis que son cabinet privé évaluait les conséquences potentiellement désastreuses pour l'opinion publique. Les conseillers du roi passaient en revue les patronages des visites à l'étranger et les cérémonies militaires prévues. Une investiture est une cérémonie officielle, au cours de laquelle le souverain remet des distinctions honorifiques au public. Annuler ces événements jetterait un profond embarras sur la monarchie. Remplacer Camilla progressivement sur plusieurs mois était tout simplement impossible. Le palais avait besoin de quelqu'un capable d'assumer la fonction sans la moindre hésitation publique. La princesse Anne offrait cette certitude absolue aux conseillers de la couronne. Elle comprenait les limites constitutionnelles et se tenait à l'écart des controverses familiales. Sa discipline faisait d'elle le choix le plus judicieux, mais engendrait aussi un autre danger. Plus elle paraissait fiable, plus l'éviction de Camilla semblait délibérée. William reçut le briefing en privé et pesa soigneusement ses mots. Il dit à son père qu'Anne pourrait facilement stabiliser l'institution ébranlée. Puis il lui adressa l'avertissement que Charles avait tout fait pour éviter cette décision sauverait peut-être les apparences, mais nuirait à son mariage. Le futur roi comprenait que la stabilité royale exigeait souvent des sacrifices personnels. Pourtant, il savait aussi que certaines blessures ne se refermaient pas après l'annonce. Charles admit ce que ses conseillers n'attendaient pas de lui. Il avait le sentiment d'avoir profondément failli à sa mission envers ces deux femmes importantes. Il avait manqué à Camilla en laissant sa peur et son insécurité se développer sans contrôle. Il avait manqué à son devoir envers Anne en lui demandant de subir des humiliations familiales silencieuses.
Le roi devait désormais faire face aux conséquences cruelles de son long silence. La protection d'une relation privilégiée avait fragilisé tous les liens au sein de la famille. Les conseillers présentèrent alors des plaintes documentées émanant de plusieurs délégations diplomatiques étrangères. Leurs rapports écrits décrivaient des changements de dernière minute et des instructions confuses émanant du cabinet de Camilla. Le différend concernant les cartes de placement n'était pas une simple querelle familiale. Il avait simplement révélé un mode opératoire qu'il ne pouvait plus ignorer. Anne accepta de siéger, mais à une condition stricte. Aucune déclaration officielle ne laissait entendre qu'elle avait activement recherché ce nouveau rôle. Elle accepterait la responsabilité, mais pas la victoire. Avant l'aube, la liste révisée des membres de la famille royale fut distribuée aux principaux membres de la maison. L'un d'eux la transmet aussitôt au personnel privé de Camilla. Au lever du soleil, la décision n'était plus confinée à la salle de réunion. Camilla entreprit de démanteler la vie publique qu'elle avait bâtie pendant des décennies. Le signe le plus brutal de sa perte de pouvoir fut son agenda vide. Les engagements qui portaient son nom depuis des mois disparurent un à un. Ils furent systématiquement remplacés par celui de la princesse Anne dans l'agenda. Les discours furent réattribués, les réunions d'information supprimées et les membres du personnel habituel immédiatement redéployés. Pour la première fois, Camilla vit la monarchie continuer à fonctionner sans sa présence. Assise en silence dans son bureau, elle vit les dossiers disparaître. Elle regarda sa secrétaire particulière emporter les lourds dossiers de briefing. Ces documents officiels contenaient les agendas et les notes de contexte des engagements royaux. Sans eux, elle n'avait plus les informations nécessaires pour représenter la couronne. Cette perte rendait la transition très concrète. Camilla passa son doigt sur les rendez-vous barrés dans son agenda. Une visite à l'hôpital, un déjeuner diplomatique, une commémoration militaire, tout avait disparu. Chaque événement l'avait liée au rôle public auquel elle tenait tant. Elle avait enduré des décennies de suspicion pour atteindre le cœur du pouvoir. Désormais, un matin paisible, les preuves de ses efforts s'effacèrent. Elle demanda à sa secrétaire si elle avait encore des responsabilités officielles à assumer. La secrétaire hésita avant d'expliquer qu'il ne lui restait plus que des contacts caritatifs privés. Cela signifiait qu'elle pouvait soutenir des causes à titre personnel, mais non plus représenter la couronne. Cette distinction brutale la blessa profondément dans son dernier sentiment d'utilité. Elle pouvait encore se soucier des autres, mais sans aucune autorité officielle pour la représenter. La fracture s'agrandit rapidement au sein même de son personnel de maison. Un collaborateur de longue date refusa de rejoindre l'équipe d'Anne et démissionna. Il déclara que la loyauté personnelle ne se transférait pas comme un journal intime. Un autre collaborateur accepta le nouveau poste sans protester ni hésiter. Camilla entendit les deux décisions et comprit ce qu'elles révélaient de sa position. Même son entourage privilégiait la survie de l'institution. Charles, lui, envoya un billet manuscrit lui demandant de le rencontrer en privé. Le roi n'eut pas recours à une convocation officielle par l'intermédiaire de son personnel. Il rédigea lui-même la demande, espérant qu'une approche plus personnelle porterait ses fruits. Camilla lut le bref billet une seule fois, puis n'y répondit pas. Son silence était le seul moyen de contrôle qui lui restait. Anne apprit que le billet était resté intact sur le bureau de Camilla. La princesse comprit que s'acquitter de ses tâches en silence était une punition. Elle refusa que cette transition institutionnelle ne dégénère en une querelle silencieuse. Avant de se présenter à la place de Camilla, Anne traversa seule le palais pour lui parler. Elle ne demanda pas à ses aides d'annoncer son arrivée soudaine. Aucun document officiel ne relate les détails de leur rencontre. Elle entra sans son dossier de service ni son autorité royale. Camilla l'attendait près d'un journal intime fermé, prête à recevoir une accusation acerbe. Mais Anne lui offrit ce matin-là quelque chose de bien plus difficile, à affronter la vérité crue, sans la protection des titres royaux. Anne avait sollicité cette rencontre avant d'assumer la grande réception d'État. La princesse était convaincue qu'elle ne pourrait avancer dans le silence. Camilla n'accepta qu'après avoir confirmé l'absence du roi. Sans Charles, aucun rempart institutionnel ne les séparerait. Cette fois, aucune des deux femmes ne pourrait se retrancher derrière les procédures et protocoles officiels. Anne prit la parole la première, affirmant n'avoir jamais souhaité assumer ses nouvelles fonctions.
Elle ne considérait pas cette transition soudaine comme une victoire personnelle. Chaque engagement qu'elle accepterait serait empreint du poids de la perte de Camilla. Pourtant, elle ne pouvait refuser, alors que la stabilité de la couronne était mise à rude épreuve. Des chaises vides et des visites annulées nuiraient à l'ensemble de l'institution royale. Camilla écouta puis admit ce qu'elle avait refusé de dire au roi. Elle confessa que le changement d'ordre des places était dû à une profonde insécurité. Le respect dont Anne bénéficiait au palais semblait aller de soi à la reine consorte. Sa propre place auprès du roi était le fruit d'années de résistance. Chaque fois qu'Anne se tenait près de Charles, Camilla redoutait la comparaison. L'une inspirait naturellement confiance, tandis que l'autre restait vulnérable. Anne ne mâcha pas ses mots, mais révéla une information inattendue. Elle avait déjà demandé à Charles de réexaminer la mutation au bout de 3 mois. Un examen formel permettrait au roi de reconsidérer le calendrier. Elle ne souhaitait pas transformer cette mission temporaire en exil définitif. Camilla ouvrit le dossier de réception et en sortit les pages inachevées de son discours. Elle les tendit à Anne et lui demanda de conserver l'hommage. Le premier paragraphe honorait Charles sans faire mention de leurs fonctions respectives. Ce geste ne rétablit pas la confiance, mais il rompit le silence. Anne accepta les pages et Camilla cessa de la considérer comme une ennemie. Quand Anne quitta la pièce, Camilla ramassa le billet du roi. Elle relut son écriture puis se dirigea vers ses appartements privés. Leur conversation ne lui permet pas de recouvrer son autorité, mais elle changea la donne. Le monde entier allait être témoin de cette différence subtile et puissante. À l'arrivée d'Anne, la transition était devenue un spectacle national. Chaque geste était scruté à la loupe par les journalistes massés dans la salle. Pourtant, l'image marquante n'était pas celle d'Anne, sous les bannières royales, mais une photographie prise quelques secondes avant l'ouverture des lourdes portes. La princesse tenait dans sa main gantée le discours manuscrit de Camilla. Son pouce reposait sur une ligne qu'aucune des deux femmes n'avait jugé bon d'effacer. Les chaînes de télévision interrompirent leurs programmes habituels au début de la réception d'État. Elles expliquèrent qu'Anne avait désormais un emploi du temps complet et permanent. Une réception d'État est une réunion officielle où les membres les plus importants de la famille royale accueillent des diplomates. L'événement était crucial car le moindre signe de confusion pouvait laisser penser à un affaiblissement de la monarchie. Anne Marquois eut une brève pause avant d'entrer dans la salle bondée. Elle savait que son succès s'accompagnait d'une cruauté sournoise. Si elle paraissait pleinement confiante, le limogeage soudain de Camilla semblerait justifié. Si elle hésitait, la décision de son frère semblerait incroyablement imprudente. Le personnel du palais insistait sans cesse sur la continuité des rapports royaux attendus. Pourtant, Anne savait que chaque mot serait comparé à celui de Camilla. Camilla suivit en silence la retransmission télévisée en direct aux côtés de Charles. Elle entendit Anne commencer l'hommage écrit pour le roi. Un sentiment mêlé de fierté bien que réticent l'envahit. Ses propres mots servaient encore la couronne qu'elle aimait. Charles garda le silence, mais il observait attentivement son épouse. Il voyait bien que ce moment d'émotion l'avait profondément touché. Il voyait aussi que Anne refusait de l'effacer complètement. La photo s'est répandue sur les réseaux sociaux avant même la fin de la réception. Un quotidien national l'a immédiatement mise en une avec pour titre « Le devoir s'achève, mais les mots demeurent ». Cette simple image changea rapidement l'opinion publique londonienne. Anne ne semblait plus célébrer une victoire familiale personnelle, mais plutôt assumer ses responsabilités, tout en préservant la dignité d'autrui. Devant le palais, une foule s'était rassemblée au pied du balcon royal. Une femme brandissait une pancarte manuscrite, où l'on pouvait lire « Service sans vengeance ». Les caméras de télévision qui suivaient la scène se tournèrent rapidement vers la réaction de la foule. Le public avait trouvé un symbole dans la retenue d'Anne. Ce n'était pas la chute de Camilla qui importait, mais sa dignité. Charles reçut un dernier message après la réception d'État réussie. Camilla était enfin prête à le rencontrer pour discuter de leur avenir. Le roi comprit que cette conversation serait cruciale. Le public avait déjà rendu son verdict sur la prestation irréprochable d'Anne. Mais seuls Charles et Camilla pouvaient décider de l'avenir de leur mariage. Le sens final de cette crise se joua à l'abri des regards.
Ils étaient assis face à face sans aucun conseiller à proximité. Les fonctions officielles de l'État ne lui seraient pas rendues. Anne continuerait de les assumer au nom de la couronne. Mais cette conversation a transformé la décision en une limite ferme et nécessaire. Une limite qui a sauvé la monarchie tout en imposant une obligation de rendre des comptes. Charles s'est exprimé sans se cacher derrière le langage formel habituel du palais. Il confirma qu'Anne conserverait ses fonctions indéfiniment car la cohérence et la confiance devaient primer. Un retour rapide de ses responsabilités affaiblirait l'autorité de sa charge et laisserait entendre que les règles royales pouvaient être ignorées impunément. Camilla écouta en silence jusqu'à ce que son époux ait fini d'expliquer la situation. La reine consort resterait auprès de son époux dans l'intimité. Elle assisterait à quelques réunions familiales privées, mais à aucun programme officiel. Elle confiait que la perte de cet agenda lui donnait l'impression de perdre la légitimité de son autorité. Des années de critiques publiques lui avaient semblé un sacrifice justifié pour obtenir ce poste. À présent, ce symbole de son combat lui avait définitivement quitté. Charles ne prit pas sa douleur pour une simple plainte. Il reconnut que la perturbation de son emploi du temps était bien réelle. Pourtant, il refusa de revenir sur sa décision signée ce jour-là. Il admit sa propre erreur d'avoir laissé la rivalité fraternelle s'installer. Son long silence laissa l'insécurité s'enraciner jusqu'à briser la confiance. Anne reçut plus tard dans la soirée un message manuscrit de Camilla. Ce message ne contenait que 2 phrases courtes et directes. Camilla lui demandait de protéger les œuvres caritatives qu'elle avait laissées. Elle promettait de ne plus interférer avec l'emploi du temps. Le message ne réclamait aucune reconnaissance publique ni aucun contrôle futur. Ce fut le premier signe que l'acceptation remplaçait la résistance active. Anne a préservé ses importantes œuvres caritatives malgré son nouvel emploi du temps chargé. Elle a refusé de les abandonner simplement parce que l'autorité avait changé de main. Sa décision a prouvé que la responsabilité n'impliquait pas d'humilier son prédécesseur. Le devoir pouvait demeurer inflexible sans pour autant devenir cruel envers les personnes concernées. Cette passation de pouvoir a marqué l'avènement de la nouvelle monarchie de Charles. L'affection pouvait influencer leur vie privée, mais la confiance devait être gagnée. L'autorité officielle ne devait jamais être usurpée ni manipulée sans consentement explicite. Lorsque Anne s'est affirmée et que Camilla s'est retirée, la couronne a survécu. Elles ont compris que le devoir guidé par la responsabilité pouvait encore protéger la monarchie.